tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau de Hors Cadre, 26e édition de l'émission Coupé-décalé en 3 dimensions. Émotion, action, culture, aventure, gastronomie, art et musique. C'est dans une farandole de sujets divers et variés que nous entraînent les élèves de l'IMCA, l'école d'audiovisuel pas tout à fait comme les autres. Mais tout de suite, sans vous faire plus attendre, spectateurs et téléspectateurs gourmands que vous êtes, le lancement de notre premier sujet. Comment une œuvre d'art peut-elle remplacer un membre qui nous est cher? C'est une question à laquelle nous tenterons de répondre à travers le sujet réalisé par Jérémy Mécène. Imaginez-vous avec une seule main. Et vous verrez à ce moment-là en quoi correspond le handicap que représente l'absence d'une deuxième main. Mais heureusement, si je peux dire, c'est que mon schéma corporel a intégré ce manque dès ma naissance. Donc ma main gauche, c'est plutôt une main et demie qu'une seule main. J'ai été appareillé à l'âge de 9 ans. Et à l'époque, les prothèses étaient vraiment quelque chose de très moyenâgeux. Monsieur Serin, il est venu nous voir, il a entendu parler de nous, il nous a trouvés sur Internet, il a une 60aine d'années, il a réalisé que les prothèses esthétiques ça existait et qu'il pouvait avoir quelque chose d'autre qu'une prothèse en PVC. Donc il était très intéressé, il est venu nous voir, on lui a montré ce qu'on faisait et puis on a commencé le travail avec lui. Une prothèse, c'est donc un dispositif artificiel destiné à remplacer un membre. Et nous, notre spécificité, c'est de faire des prothèses esthétiques qui sont donc passives, qui n'ont pas d'utilité pratique à la base et qui servent vraiment surtout pour le regard des gens et pour l'acceptation du handicap par le patient. Au moment où je choisissais ma spécialité médicale, j'ai été appelé par un certain nombre de mes patrons qui m'aimaient bien. Ils m'ont dit « Daniel, avec ton handicap, tu ne pourras jamais faire de la médecine parce que tu vas faire peur aux gens. » Aujourd'hui, avec l'évolution des nouveaux matériaux, on ressent un changement de monde. On a l'impression qu'on va habiter le monde de la normalité. C'est-à-dire que le handicap n'attire plus l'œil, au moins pour moi. On commence par les moulages, les mesures, des photos avec le patient. Voilà, ça dure une petite heure. Et puis ensuite vient la sculpture. Et après la sculpture, le moulage. On fabrique le gant à partir de ce moulage. Et ensuite vient la coloration, où on voit le patient et toute une journée, on fait la couleur avec lui. Pour les prothèses, nous utilisons du silicone. À la différence du PVC, ça nous permet déjà beaucoup plus de détails. Ça permet un rendu qualitatif au niveau de la peau qui est quand même beaucoup plus ressemblant. La coloration d'une prothèse, c'est reproduire la couleur de la peau du patient à l'identique. Donc voilà, c'est la carnation, c'est les variations de la peau. On essaye de reproduire vraiment la même couleur que le patient. Alors on prend en compte les taches de rousseur, les petites variations de la peau. Et puis ça permet vraiment de faire quelque chose de précis, de faire quelque chose de vraiment vivant.
porte cette prothèse tous les jours. Et il a fallu que je la porte en réparation pendant 48 heures. J'ai dû remettre l'ancienne. Dans ma tête, j'étais malheureux. Ces nouvelles prothèses apportent un changement dans ma vie et dans l'image que je peux donner des autres qui me rapproche d'une image normale. Bon, après ce magnifique reportage, on a accueilli parmi nous Mariam Yatar. Bienvenue Mariam. Micro, c'est mieux pour ceux qui nous entendent dans la Bonjour. salle. Alors Mariam, donc on vous aura reconnu dans le reportage, hein, pas trop compliqué. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel a été votre parcours avant d'arriver à ce travail? Alors, bon, tout d'abord, merci Jérémy pour ce reportage, il est super. Mon Tu parcours... l'avais pas vu avant, du coup? Non, je ne l'avais pas vu, alors je suis un peu émue, du coup. Donc, mon parcours, j'ai commencé en étant graphiste, j'ai fait des écoles d'art, j'ai fait de la communication visuelle, de la publicité, de l'illustration, et puis j'ai fait les arts décoratifs, et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire ce métier. C'était un hasard complet, j'ai passé des tests dans une entreprise, et des tests de couleurs, et puis de fil en aiguille, voilà, je suis arrivée à monter ma petite entreprise avec mon ami, et on a volé de nos propres ailes. Là, ça fait quelques mois qu'on fait ça, voilà. D'accord, ben c'est vrai que c'est un magnifique travail, quoi. On peut voir ce qu'il y a là, alors on prend son pied, ou alors même le bras, on a carrément l'impression de lui dire bonjour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, du coup, oula, c'est impressionnant, ouais. Comment vous arrivez à colorier de l'intérieur, parce qu'on voit ça dans le reportage, c'est assez impressionnant. Alors ça, déjà, c'est la prothèse de Monsieur Serin qu'on a vue dans le reportage. Enfin, c'est pas la sienne, mais on a fait la reproduction pour une prothèse de démo. Donc au départ, comme on a pu le voir un petit peu, c'est un gant transparent. Et je reproduis la couleur de la peau, donc par l'intérieur avec mes pinceaux. Je passe comme ça par des couches transparentes, et ensuite ça devient de plus en plus opaque. Voilà, c'est vraiment magnifique, c'est quasiment une œuvre d'art. Alors justement, c'est de l'artisanat que vous faites, et en même temps c'est au service de la médecine, pour des patients qui les réclament. Comment se passe cette transition? Est-ce qu'il y a un organisme qui s'occupe de contrôler sanitairement ce que vous faites? Alors, on n'est pas très très connu, c'est pas un domaine qui est très connu. Il faut se faire connaître des médecins, des chirurgiens, des orthopédistes. C'est là où il faut un petit peu démarcher, et les personnes viennent les voir et leur demandent qu'est-ce que vous pouvez me proposer, voilà où j'en suis, ce que j'ai et ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? C'est là que nous, on essaie de se faire connaître auprès de ces personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a un contrôle sanitaire ou avant d'arriver en bloc opératoire ou quoi, ou c'est Non. Après l'opération ou l'accident ou la génésie, il faut attendre quelques mois qu'il y ait une cicatrisation, et ensuite. Mais c'est vrai que ces prothèses peuvent aider aussi à cicatriser, et puis pour le point de vue psychologique de la personne. Et c'est justement la question que j'allais vous poser justement après. Alors comment se passe le remboursement? Vous pouvez la poser si vous voulez. Ouais. Dis bonjour. Comment se passe justement ce remboursement au niveau de la sécurité sociale? Alors vous voyez, c'est esthétique, donc c'est pas très bien pris en charge par la sécurité sociale, c'est très peu pris en charge, malheureusement. Donc tout dépend des organismes. Il y a la MDPH qui aide, il y a les conseils régionaux qui peuvent apporter des aides, mais c'est pas très bien remboursé. Et c'est vrai que c'est quand même assez dommage, parce que finalement, alors c'est considéré comme du luxe, de l'esthétique aux yeux de ces services-là, alors que finalement, on voit qu'indirectement, ça sert à la psychologie, ça sert à leur bien-être finalement, à se sentir normaux. Ouais. Ce serait
plus juste finalement que ce soit remboursé à plus haute hauteur, non? Bah oui, 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 voilà. Il faut que les personnes qui tiennent tous ces services aient conscience que l'esthétique, l'apparence aide le patient à se sentir mieux. Ouais, Voilà. ouais. Bah, c'est sûr. Et alors, du coup, pour se sentir encore plus normaux, peut-être que ce soit encore plus pratique, est-ce que l'avenir, c'est les prothèses articulées nerveusement? Est-ce que vous serez capable de faire ça, vous? Alors, bien sûr, enfin, je ne sais pas si on serait capable, mais allier quelque chose d'esthétique, de léger et de beau à quelque chose de mécanique, c'est encore une autre technologie. Je pense que c'est possible, mais c'est encore de la recherche. D'accord. Aujourd'hui, on privilégie voilà, de la légèreté, la beauté, l'esthétisme. Et alors, Artesis et d'autres organismes qui doivent faire ça, comment vous arrivez à vous diffuser? Comment vous vous faites connaître? Comment on se fait connaître par des salons. Tout récemment, on a fait notre Facebook. On a créé Artesis sur Facebook. C'est pas mal. Et puis voilà, on appelle les orthos, on se déplace avec notre petite mallette de prothèses. Eh ben, voilà. On espère en tout cas que ce genre d'émission, ce genre d'événement peut favoriser un peu la connaissance qu'on peut avoir de ce que c'est. Enfin, moi, j'ai été impressionné en tout cas, et je vous remercie d'être venu, et je vous souhaite bonne continuation à vous et aux patients. Bah, merci beaucoup. Merci Mariam, au revoir. Merci. Tout de suite, changement de sujet, sans transition, quoique. Il est parti à l'aventure, à la recherche d'un petit trésor noir, et c'est un reportage réalisé par Thierry Gianotti. Ah, moi, ça me plaît. Moi, quand je pars avec mes chiens, je suis content. Là, des fois, le soir, à 2 h du matin, je me réveille et je dis, ah, c'est pas encore l'heure de partir. Et dès que j'y vois, je pars. Et j'ai vu truffer toute la nuit. Bonjour. Bonjour Jean. Ah bah ça me fait plaisir de croyais vous que revoir. ne veniez pas. Ça faisait longtemps. Ça va bien? Et vous, et vous? Mais il y a un moment que je vous attendais. Ah bah ça me fait plaisir de vous Rentrez, voir. on a beaucoup de choses à se dire. Ah, merci. Alors Jean, depuis quand truffez-vous? Bon, il y a au moins 35 ans, hein. Oh oui. Et ça m'est venu qu'un jour, avec mon beau-père et les ouvriers, on travaillait avec les chevaux. Et au bord d'un terrain, là, il y avait 3 chênes truffiers qu'on ne savait pas. Et en labourant, j'ai trouvé des truffes. Alors ça m'a passionné. Ces truffes-là, je les avais portées au marché à Bagnoles et je les avais vendues. Ça m'avait fait 4 sous, quoi. Alors de ce jour-là, j'ai dit, mais pourquoi tu n'irais pas aux truffes comme faisaient les anciens? Alors j'ai acheté un chien et puis je me suis mis à truffer. À partir de 2 mois, il faut commencer à leur faire sentir la truffe, leur en donner des petits morceaux, et puis on les cache sous une pierre et ils commencent à sentir la truffe. Avec leurs petites pattes, ils commencent à gratter. Il faut être surtout patient, hein, parce que ça ne se dresse pas comme ça. Hein. Allez, tu veux le biscuit? Tu veux le biscuit? Ah, tiens, voilà, bien sage. Le truffe surtout avec leur maître. Hein. Bon, il y en a qui trufferaient avec n'importe qui, mais toutes ne truffent pas avec n'importe qui. Sous l'arbre, il n'y a aucune herbe qui pousse. Et quand vous voyez des branches qui se paralysent sur un arbre qui sèche, vous pouvez dire celui-là, s'il n'en fait pas, il ne va pas tarder à en faire. Alors j'avais un chien berger allemand pour truffer à ce moment-là. Il me donne un coup de patte sur la pierre et puis il me regarde. J'ai dit c'est bizarre ça. Et puis il recommence. Oh, j'ai dit il y a quelque chose. Je soulève une grosse pierre qui faisait au moins 90 ou 100 kilos. Je soulève la pierre, patard, je vois une truffe qui sortait la moitié dehors, la moitié dedans. Et autour il y avait une vipère d'enroulée. Mais comme il faisait très froid, la vipère, je l'ai tirée avec mon piolet, le piolet qu'on creusait les truffes, je lui ai coupé la tête. Et j'ai sorti, ça a été ma plus grosse, 750 grammes, mais ça fait une belle, belle truffe.
jour que je suis atterri ici à la ferme, quand je suis venu, au début que je me suis marié, j'ai dit c'est là qu'il faut que tu fasses ton nid. Eh oui. Ah oui, ça me plaisait bien le coin. Retour sur le plateau et on peut y accueillir chaleureusement parmi nous Jean Caudol. Voilà. Bonjour Jean. Bonjour. Alors la première question c'est, on voit au début du reportage qu'on part à Rabas-Land, donc sur les terres de Rabas. Qu'est-ce que ça veut dire Rabas? Rabas, ça veut Vous pouvez dire... parler dans le micro? Ça veut dire Pas trop près non plus. la truffe. Ça veut dire une truffe. Ça veut dire une truffe en provençal j'imagine. C'est un peu du provençal. Hein. D'accord, ok. Et voilà. Alors qu'est-ce que c'est du coup exactement la truffe? C'est un champignon, c'est ça? C'est un champignon qui pousse sous terre. Hein. D'accord. Voilà. Sur les racines de l'arbre? De l'arbre, c'est exact, oui. D'accord. Alors pourquoi, parce qu'on a souvent entendu parler de la truffe, pourquoi est-ce qu'elle est si célèbre finalement la truffe? Ben parce que ça a un très bon parfum, hein. Et c'est très très recherché. Hein. Et c'est dur à chercher aussi. Ah, c'est dur à chercher aussi. On le voit, On c'est n'en du trouve boulot. pas de partout. Hein. Et ouais, parce qu'il faut, voilà, c'est sous terre, donc il faut. Il faut avoir un très bon chien, premièrement déjà. Et puis bon, il faut faire des kilomètres, il faut marcher, hein, trouver les arbres qui en font, voilà. Et vous en avez fait des kilomètres Ah en oui. 35 ans. Ça c'est sûr. Hein. D'accord. Alors, justement, dans quelle région on trouve la truffe en France et pourquoi? Ben, c'est la région méridionale, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, et un peu dans l'Aude aussi. D'accord, parce que. Mais passé 800 mètres, il n'y en a plus. À l'altitude, après, il n'y en a pas. On a souvent aussi entendu parler de la région du Périgord. Le Périgord, oui, c'est réputé. Avant, c'était réputé, mais maintenant, il y en a de moins en moins dans le Périgord. D'accord, ok. Le plus qu'il y en a, c'est dans la Drôme et le Vaucluse. D'accord. Le Gard. Parce qu'on pourrait penser que ça se développe sur les racines avec l'humidité, et pourtant dans le sud, il y a moins d'humidité que dans Mais le Périgord. il en faut, mais pas trop non plus. D'accord, ok. Il faut beaucoup d'ensoleillement aussi. Bon, Les arbres soient bien situés. ok. Et Et alors, bon, ben, Jean, ça fait 35 ans que vous truffez. ah Est-ce ouais, que ça fait pas un jour. vous avez vu quoi comme genre de différence entre truffer il y a 35 ans et aujourd'hui? Ah ben parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'humidité, il y avait beaucoup plus de troupeaux, c'était propre, les bois étaient propres, tandis que maintenant c'est une friche. C'est tout en friche, alors il y en a de moins en moins. Et puis on a beaucoup moins d'eau qu'avant quand même. Hein, il y a de plus en plus de gens qui recherchent du coup, alors, justement. en plus, et puis c'est les sangliers qui nous font des gros dégâts. Hein. Qui donc? Les sangliers. Ah oui, bah oui. Oh là là, ils sont gourmands de la truffe. Hein. On les tous, on les tous. Ils ont un bon nez. Et alors justement, est-ce qu'aujourd'hui c'est peut-être un peu plus industrialisé? Est-ce qu'il y a des cultures de truffes et on part pas à l'aventure comme ça? Oui, ils se plantent de plus en plus des plantations de truffiers, mais tous les arbres en font pas. Hein. Et ouais. Eh oui. Il faut être patient. Hein. Il faut attendre au moins 12 ans, au moins, minimum, D'accord. avant que ça produise. Alors du coup, vous dites que vous avez trouvé une belle truffe une fois. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter aussi dans cette période, pendant 35 ans? Est-ce que une petite histoire? Mais ce jour-là, c'était la veille du jour de l'an. Une forêt qu'on appelle Méjeanne-le-Clap. Alors je pars là-haut avec mes chiens, et comme ils ont fait voir l'image, là, d'un seul coup, le chien s'arrête, il ne me marque plus. Je dis, oh là, il y a quelque chose sur cette pierre. Et alors, il s'appelait Tarzan, mon chien. Il dit, allez, regarde un peu. Il donne notre coup de patte, je dis, ah, il y a quelque chose. Alors je soulève la grosse pierre, hein, et je vois la truffe. Ça a été ma plus grosse. Et ouais, ça doit faire plaisir. Alors justement, on sait que le nez du chien, on appelle ça la truffe. Le champignon, il s'appelle la truffe. Est-ce que c'est lié, que les deux s'appellent pareil? C'est un hasard? Un hasard, je pense que ça doit être un hasard, oui, je pense. Est-ce que ça a un peu la même forme et la même couleur un peu quand même? D'accord, oui, oui. Un peu gris. C'est pas moi qui le Tandis dis. que la truffe du chien est noire. Alors justement, donc là on voit que le chien est essentiel à la recherche de la truffe. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de trouver la truffe que par l'aide d'un chien? Avec un cochon. Avec un cochon? Un cochon. D'accord. Dernièrement à Uzès, à la foire de la truffe, il y a combien? Un petit mois de ça. Ils ont fait voir comment on truffait avec un cochon. D'accord. C'est sûr que là, ça paraît moins évident de caresser un cochon qu'un chien, comme on l'a vu. Hein. Oui, mais enfin, c'est pas très commode parce que quand même, il faut les charrier, les cochons, puis ils marchent pas vite comme les chiens. Il faut être patient. Hein.
Ben, merci Jean en tout cas d'être venu et ça nous fait plaisir et on espère que la prochaine fois on pourra revoir une petite truffe, à quoi ça ressemble et la déguster. Ah, si j'avais su, j'en aurais quand même porté une. Eh ben, Eh ouais. la prochaine fois, à coup sûr. Merci Jean. Pas de quoi. À bientôt, on peut l'applaudir encore une fois. Ils sont aussi à la recherche, pas de la truffe, mais d'un emploi. Ils sont jeunes, dynamiques, motivés, et c'est l'organisme Méditerranée Formation qui va les aider à en trouver un. Et c'est un reportage réalisé par Fabien Bonnet. On est ici à Méditerranée Formation, qui est un organisme de formation qui fait partie du dispositif ETAPS, qui signifie Espace territorial d'accès au premier savoir, qui est un dispositif financé par la région. Nous recevons des jeunes qui sont orientés par la mission locale, qui ont fini leur cursus scolaire, en tous les cas qui ont dépassé les 16 ans, et donc sont des jeunes de 16 à 26 ans. Tu viens d'aller à la mission locale, là. Tu reviens? Oui, je reviens de la mission locale. Alors le but de la formation tient en une ligne en quelque sorte, c'est favoriser l'insertion des jeunes qui ont été soit déscolarisés, soit qui viennent de l'étranger depuis peu de temps, et qui sont donc loin de l'emploi ou de la qualification. Alors notre objectif, c'est l'insertion des jeunes soit directement vers l'emploi, soit vers la préparation à une qualification qui ensuite sera faite en dehors de chez nous, mais qui leur permettra de pouvoir aboutir à un emploi. Si tu utilises arriver, tu vas dire quoi? Ce matin, je suis arrivé. Donc là, en deux conjugaisons, tu as compris. La relation qu'il y a entre stagiaires et formateurs arrive assez rapidement à une certaine forme de confiance. Si on n'arrive pas à l'avoir, généralement, je crois que dans ces conditions, le jeune se sent en difficulté ici, parce que beaucoup de choses reposent sur cette confiance pour faire acquérir les règles de la vie en collectivité, pour pouvoir mieux travailler. Les jeunes travaillent mieux s'ils ont confiance dans le travail qu'ils font et donc en leur formateur. On travaille aussi au-delà de la question seulement pédagogique, hein, au niveau social, professionnel, familial quelquefois, justice et ainsi de suite. Et la confiance s'instaure assez naturellement. 245 Oui. divisé par 7 fois 4. Oui. Ben, c'est ça. Méditerranée Formation a une ou deux spécificités, parmi lesquelles il y a l'accès à la culture. Cet accès à la culture, nous l'effectuons par des sorties d'ordre pédagogique dans les musées, au théâtre, quelquefois au cinéma, où on fait venir des gens de l'extérieur, tout ça dans le sens de la culture générale. Au-delà des 4 formateurs qui sont ici, nous faisons appel à un intervenant qui pratique le théâtre participatif, qui s'appelle Yves Sauton, qui intervient 3 demi-journées par semaine. L'expression théâtrale, ça signifie beaucoup de choses, c'est-à-dire les aider à s'exprimer mieux, à passer l'oralité, parce qu'ils font de nombreux entretiens, ces jeunes-là, et aussi à savoir se présenter physiquement aussi, à être plus sûrs d'eux-mêmes quand ils se présentent pour une embauche. Je compte pas rater mes études. Mais tu vois, il est sérieux ton fils. Il est sérieux, tu crois que c'est bien de dire qu'il veut devenir chanteur? En ce moment, on travaille sur un thème précis, c'est-à-dire sur la prison, tout ce qui est le milieu incarcéral et tout ce qui est au milieu des prisonniers, surveillants, etc. Et dessus, on a travaillé sur... Il y en a certains qui ont fait une pièce de théâtre, d'autres, d'ailleurs moi qui ai fait un texte, voilà. À l'issue de leur formation, l'essentiel des jeunes est censé avoir trouvé un travail ou être entré dans un organisme de qualification. Mais on a de très belles réussites, beaucoup de jeunes qui reviennent nous voir, très fiers parce qu'ils ont trouvé un travail, qui viennent nous remercier, même si le travail était quand même fait par eux. Et on a pas mal de jeunes qui, à partir de maintenant, d'ailleurs, à partir de mars-avril, vont entrer en pré-qualif pour ensuite entrer en qualif. Et ça, on a peut-être à peu près un quart ou un tiers de nos jeunes qui partent comme ça en organisme qualifiant. Retour sur le plateau et on accueille monsieur Dimitri Demnar, coordinateur et formateur à Méditerranée Formation. Bonjour Dimitri. Bonjour.
Alors, monsieur, quelle est la durée de cette formation à peu près? En ce qui concerne les jeunes, elle peut être assez variable. Il y a une première partie de 2 mois qui ensuite peut être prolongée en fonction des besoins du jeune jusqu'à 8 mois ou jusqu'à 1 an et demi même. Tout ça en fonction aussi du travail qu'on arrive à faire avec le jeune et de ce qu'arrive à faire aussi par lui-même le jeune. D'accord, donc c'est des suivis personnalisés, c'est en fonction de chacun que la durée se fait. Absolument. Oui. D'accord, ok. Alors, si on voit que le but donc, principal, c'est évidemment de trouver un emploi, on voit que les moyens mis en œuvre sont différents. On a de l'expression écrite, théâtrale. En quoi ces moyens les aident-ils à s'insérer professionnellement? Alors, je dirais que quand vous dites que le but premier, c'est l'emploi, il ne faut pas oublier non plus la qualification. Hein. Donc, d'une manière générale, ce qu'on met en œuvre, c'est d'abord les premiers savoirs. On travaille là-dessus, c'est-à-dire français, mathématiques. Il y a aussi l'environnement économique et social, c'est-à-dire la connaissance du monde de l'entreprise. À côté de cela, il y a une aide aussi au passage du code, du permis de conduire, ce qui est important aussi pour la mobilité des jeunes. Il y a, vous l'avez vu dans le reportage, un intervenant qui permet de mettre en place cette posture vocale pour pouvoir se présenter aux entreprises. Donc c'est un petit peu tout ça qui les amène à s'insérer, soit par la qualification, soit par l'emploi direct. D'accord. Alors c'est vrai que du coup on voit aussi un vrai rapport à la confiance de l'un à l'autre, un travail en collectif. On a l'impression que c'est une petite famille, comme Méditerranée Formation, ça ressemble à une école de la vie un petit peu aussi. Il y a de ça, parce que aussi on est relativement ouvert sur l'extérieur. On fait aussi, il y a toute une partie assez culturelle, comme vous l'avez vu aussi dans le reportage, ce qui compte aussi. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de Méditerranée Formation, on a beaucoup de tentatives de relations assez importantes avec les jeunes par des entretiens. On les soutient, on les aide dans différentes démarches et ça crée cette relation de confiance qui est vraiment mutuelle la plupart du temps, qui fait aussi, qui participe du plaisir qu'on a à être formateur et j'espère aussi qui leur permet aussi de se sentir bien au sein de Méditerranée Formation. D'accord. Alors justement, après Méditerranée Formation, vers quel genre d'emploi ils se dirigent ou vers quel genre d'emploi, formation? Ils se dirigent vers à peu près tous les types de formations qui existent sur le bassin d'Avignon, que ce soit par le CFA, le CAP ou l'AFPA. Et puis d'autres, et puis aussi l'emploi direct. Alors, c'est beaucoup à l'endroit des artisans, hein, mais aussi toutes les autres formations, comme par exemple, il y a une école d'esthéticienne, des écoles d'esthéticiennes, boucherie, etc. Donc c'est très variable finalement. C'est très variable. D'accord. Et alors on voit à la fin quand même que vous donnez une note assez positive à la fin de cette formation. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif les retours que vous recevez? En général, oui. Même avant le retour, on a des appréciations positives pendant le séjour des jeunes chez nous. Et puis après, on sait quelquefois, directement ou indirectement, on a des nouvelles de nos jeunes. Et beaucoup d'entre eux ont été manifestement très heureux de passer par Méditerranée Formation. D'accord. Dans tous les cas, il y a un suivi, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Absolument. Et puis, de toutes les façons, il y a d'autres relais aussi. Oui, bien sûr. Il y a la mission locale qui prend le relais aussi après nous. En tout cas, merci d'être venu, Dimitri. On souhaite un bel avenir à ces jeunes et on espère vous revoir bientôt sur un prochain plateau, peut-être. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ils sont aussi en formation, mais c'est vers la musique qu'ils se dirigent et ils espèrent trouver un emploi dedans. Et c'est avec l'école de l'IMFP qu'ils sont participants. Et c'est un reportage de Richard Manin. Ce qui m'attire dans la musique, je pense avant tout la liberté, les rencontres, vraiment partager quelque chose avec des gens et créer des choses ensemble, vraiment, avant tout.
l'atelier a été créé en 1978 à l'initiative de Michel Barrault. Et le propos, c'est de faire de la formation dans le domaine des musiques actuelles au sens large, jazz, musique actuelle amplifiée et technique du son. Cette formation s'adresse plutôt aux débutants en termes de technique du son et plutôt aux gens qui sont déjà professionnels ou qui aspirent à le devenir, donc qui ont déjà une bonne pratique de leur instrument dans la musique. Alors en musique, on a à peu près, je pense, entre 100 et 120 personnes stagiaires en formation professionnelle et une quarantaine en technique du son. Alors, au niveau de notre centre de formation, les vrais plus et les atouts que l'on a, c'est que l'on dispose d'une salle de concert dans laquelle tous les musiciens jouent les lundis soirs et les mercredis soirs en autonomie. Ils sont programmés aussi en première partie des concerts professionnels le mardi, et donc c'est l'outil principal de formation aussi des techniciens du son, avec le studio d'enregistrement où tous les musiciens et techniciens du son passent beaucoup de temps évidemment dans la semaine. Et depuis cette année, nous avons un partenariat avec l'IMCA d'Avignon sur une option vidéo. J'attaque toujours les phrases par le demi-ton. Voilà. Septième majeur. Ok, c'est-à-dire majeur, mélodique ou harmonique. On y va. Tout le monde est d'accord? Ça va venir, ça va venir. Do, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, la, sol, fa. Do, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi. Nous avons des opérations d'insertion professionnelle. Pour les musiciens, on a une opération qui s'appelle Jazz Émergence. Avec 4 autres écoles en France, nous sélectionnons un groupe chacun par année, donc 4 groupes, 4 écoles, et on les fait jouer sur 4 festivals qu'on organise plus ou moins. Et pour les techniciens du son, on a énormément de partenariats, on fait beaucoup de conventions de stage avec tous les lieux de diffusion, en PACA en particulier, mais beaucoup plus large pour ceux qui viennent des autres régions de la France ou des dom-tom. Je suis content d'avoir réussi à tenir le cap, ça fait 10 ans maintenant que je suis directeur de l'école. Et puis peut-être aussi d'avoir développé certaines formations, comme une formation de formateur en chant, musique actuelle avec Richard Cross qui intervient tous les mois. Puis d'avoir développé l'activité de la salle de concert. Les concerts du mardi fonctionnent très très bien et on est, je pense, mieux identifié sur la ville de Salon-de-Provence comme un lieu de formation mais aussi comme un lieu de diffusion accessible à tous. Superbe reportage. Malheureusement, l'invité qui devait venir n'est pas venu. Elle a eu des difficultés, mais c'est pas grave. On peut basculer sur le prochain sujet sans problème. Ils sont aussi passionnés de musique, de danse, d'art en général. Ils n'ont pas forcément suivi de formation à l'IMFP ou ailleurs. Pourtant, ils ne sont pas dénués de talent. Et c'est un reportage qui nous propose de poser un regard sur eux. Et il est réalisé par Junior Bessaï. Mon nom c'est Bettina, mon prénom c'est Stéphane. Mon blaze c'est Blazer Boy. Je suis Lord Jassan, j'habite à Avignon et je viens de la Martinique. C'est ça, Jaja, vous mettez feel like we, feel like we. Mika Onsoul, 34 ans, je suis né
à Marseille, je viens des dom-tom à La Réunion. Si je tombe demain, je peux me rattraper. Pas de problème, je me soutiens. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la danse? Parce que bon, je l'ai pratiquée depuis tout petit. Donc j'ai pas appris la danse. Si tu veux, moi la danse, c'était tout seul. Je le pratiquais parce que je l'aimais. Voilà, et je l'ai toujours pratiqué jusqu'à maintenant. J'avais des amis avec qui j'ai commencé. Bon, il y en a qui ont arrêté. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont en prison. Et moi, je suis encore là pour pratiquer la danse. C'est pour les représenter et leur dire que voilà, je suis toujours là. Et le combat continue. La danse sera toujours dans la rue. J'ai découvert la musique reggae à l'âge de très jeune, 14-15 ans, avec des potes au pays. On se réunissait tous les soirs, on écoutait du bon reggae pendant toute la nuit comme ça. Et puis à un moment donné, on a pris les instruments à un moment et on a essayé de faire comme eux. Message l'amour et puis sagesse qui dans et on est parti dedans, on est resté, on n'a jamais lâché jusqu'à maintenant. Je ressens de la joie, quoi. Je partage ça avec le public, quoi. Je ressens que les gens sont contents de recevoir ce qu'on leur donne, d'entendre des belles paroles et de la belle musique, quoi, de la bonne musique, parce que quand je les regarde danser tout ça, l'effet que ça me fait, c'est qu'on est en parfaite osmose. C'est ce que je ressens, quoi. C'est le plaisir que je leur donne et qu'ils me donnent au retour, quoi. On partage ça ensemble, quoi. C'est ça. Message l'amour et puis sagesse qui dans chez moi. C'est ça, Djaja, bah, moi, pour mettre tes là, oui. La danse, système, tribulation, t'as là. C'est ça, Djaja, bah, moi, pour mettre tes là, oui. La danse, système, tribulation, t'as là. C'est ça, Djaja, bah, moi, pour mettre tes là, oui. Babylone, les fait nous. Vive la musique et que ça ne s'arrête jamais. Yes. Je sais que tu m'aimes, dans tes rêves je suis là. Y a toujours un espoir, gars. Tu sais que j'en crève. Sorry, my friend. Ce qui m'a attiré vers la chanson, c'est que je suis né dedans. Comme je l'ai dit, je suis né dedans. Mon père écoutait du Bob Marley. Je suis un métissé. Alors pour moi, c'est naturel. Je suis black, c'est naturel. La musique vient tout seul. Ça fait que la musique, je l'ai depuis mon enfance et je l'aurai jusqu'à que je serai vieux, ça sera comme ça. Sorry, my friend. Je fais de la soul, du jazz, du dancehall, du rap, du R&B, tout ce qui concerne black. Pour l'instant, je suis en France, c'est du rap. Si je suis au dom-tom, ça va être du tam-tam. Si je suis en Jamaïque, ça va être du reggae. Alors tout ce qui concerne musique black, afro-black, je suis dedans. Sorry, my friend. Sorry, my friend. On est là pour vous donner du soleil. C'est ça le plus important. Alors je dis, si Dieu le veut, on ira plus loin et big up. Big up à tous ceux qui apprécient la musique. Allez, dis banana. Il est là, Timal. Il est là, mets ta zotte, pas.
vous pouvez faire un maximum de bruit pour Ika Onsoul. Il est là, il est parmi nous. Salut, ça va? Salut, bien, bien, bien. Ok, Bonsoir. bon, alors on peut se tutoyer, ça te dérange pas? Ah non, bon, tranquille. super, on est en plateau. Mhm. Alors, tu pourrais nous, du coup, nous dire ton prénom et l'explication de ton nom de scène? D'accord, moi je m'appelle Alfred Soulet. Après, mon nom de scène, c'est que j'ai eu un enfant, mon premier enfant, j'ai inventé ce nom Ikaon. Ça fait maintenant, il a 15 ans. Il s'appelle Ikaon et ça a toujours été mon nom de scène. Voilà, ça s'est créé à partir de là, depuis le bébé. D'accord, ok. Mhm. Alors, on voit dans le reportage que il y en a certains, même la plupart d'entre vous, viennent ou de Martinique, ou alors de Guadeloupe, ou de La Réunion. Et comment vous êtes tous arrivés à Avignon, ou au moins comment toi t'en es arrivé à être à Avignon? Enfin, moi, je suis arrivé à Avignon comme Tom Sawyer, tu sais. Je peux être là, je peux être sur Avignon, demain je suis à Paris, après-demain je suis à Marseille. Moi, je navigue un peu partout dans le monde. D'origine, je suis comorien. Et après, comment on s'est rencontrés? Après, on s'est rencontrés sur Avignon. C'est comme un carrefour pour moi. Après, comme on a vu dans l'émission, il y a le danseur, c'est un centrafricain. Et après, il y a les guitaristes, c'est des Martiniquais. Voilà, moi, je suis réunionnais comorien. Après, voilà, on s'est rencontrés ici et on va essayer de faire quelque chose. C'est comme ça. Et alors, du coup, la musique, toi, tu en vis pour le plaisir ou tu vis de ta passion professionnellement aussi? Je le vis pour le plaisir, mais aussi pour la passion, je veux le dire aussi. Et je chante, mais pas pour rien, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a aussi mes petits, il y a mes amis, il y a mes potes, il y a ma famille. Ça fait, si Dieu le veut, on verra, hein, si ça avance, ça serait bien, je le vis beaucoup. Mais tu recherches à vivre professionnellement de ça ou juste pour le plaisir pour toi? Professionnel. Aussi? Ouais. Alors Exact. du coup, comment tu fais pour te faire connaître, te diffuser? Mais comme là, j'ai rencontré mon pote Al Junior, voilà, il m'a dit, bon, il y a une émission, ça fait qu'un an que je suis sur Avignon. Voilà, j'essaye avec les moyens que je peux. Après, je suis sur Facebook. Mais après, c'est tout. Je suis pas trop compliqué. Ouais, tu utilises aussi Internet, du coup, pour te faire connaître? Ouais, pas trop, mais voilà, moi, je me fais connaître comme ça, en marchant dans la rue, c'est tout. Je suis pas trop dans les trucs électroniques, c'est pas trop mon trip, ça. Ok. Alors, on voit que, du coup, là, ce qui t'inspire beaucoup, c'est tes origines, black, c'est aussi la musique black, funk, soul, reggae. Est-ce que tu as une démarche aussi universaliste, avec musique white, green, purple Ouais, j'aimerais bien, j'ai d'autres envies, mais ça à mettre en place parce que il y a beaucoup de chansons ici en France, mais il y a un truc qui n'a pas été fait encore. Ça fait, je suis à la recherche de nouveaux tubes, mais que ça se fasse en France avec des stars français. Mais après, faut voir. Je suis en plein projet pour l'instant. En fait, tu utilises pas mal de genres de musique différents pour faire ce que toi tu aimes, quoi. Ah ouais, beaucoup. Je peux prendre par exemple, je sais pas si vous connaissez Scorpion ou Police. Peut-être je vais prendre un refrain et après je ferai un couplet. Je vais utiliser d'autres musiques. Il y a aussi Francis Cabrel que j'aime bien. C'est un bon chanteur, lui. C'est un Zion pour moi. Voilà, c'est un petit Zion français pour moi. Ça fait, ouais, pourquoi pas. C'est sûr qu'il chante la Provence et on est là. Et voilà, pour ça on peut le remercier. Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, tu parles de si tu te retrouves en Guadeloupe, tu feras du tam-tam, en Jamaïque, tu feras du reggae. Là, tu as une idée de ta prochaine destination et dans quel style de musique à peu près? Mais là, pour le moment, je suis en France, je veux faire de la soul. Pour le moment, je veux faire de la soul et faire du rap. Bon, après, ça se fait pas encore parce que la soul, on l'a oublié un peu. Je sais pas si les gens ils arrivent à en faire ou pas, mais il y en a deux ou trois chanteurs qui font de la soul. Mais pour moi, il n'y en a pas assez. Après, pour ma prochaine destination, moi, j'ai une petite idée où il faut y aller. Je compte bien y aller dans les dom-toms, mais en même temps, j'aimerais bien y aller aux États-Unis aussi, pour faire partager ce qu'on sait, nous aussi, aux dom-toms, parce qu'on est connu en France, on est connu un peu partout, mais j'aimerais bien aussi qu'aux États-Unis, on franchisse cette barrière pour se faire connaître. Ouais, pourquoi pas. Et t'as une prochaine date de concert de prévue là ou pas? Bah là, franchement, j'ai pas de date prévue, mais c'est en programmation. Ça fait, j'essaye de voir avec mes collègues, avec mon petit pote El Junior, Steph et voilà le troupeau Dom-Tom. On va essayer de voir ça et mettre ça sur la route pour cet été, pourquoi pas. Et justement, là, l'émission tire à sa fin. Tu crois que tu pourrais nous faire un petit truc là ici, une petite démo? Ah ouais, avec plaisir, Timal. Ouais, quand tu veux, bon, je te donne ton train. Installe-toi, mon pote, et fais comme chez toi. Ok, ça marche. C'est parti. Donc voilà, vous pouvez l'applaudir encore une fois, et il va nous faire plaisir. Réchauffe l'hiver. Yes, I.
El Junior, big up mon frère. Steph, big up. Nella. Catherine, affole pas, tu sais que t'es rose. Moi j'apprécie tranquille, je m'appelle Ika Onsoul. Je chante ici bas, je reste tranquille. Les gars ils galèrent, affole pas, t'es mal. Catherine, je fume mon petit zamal, je veux que tu sois là. Vas-y viens, on va apprécier une bonne sensei. Catherine nous l'est là, alors apprécier t'es mal. Yeah yeah, dédicacé à mes potes dom-tom. Dédicacé à mes potes Centrafrica. Dédicacé pour ceux qui sont en France, loin de leur pays, on essaye d'apprécier. Catherine, t'es là, t'es là. Catherine, t'es là, tu mal. Dédicace à tous les bonnes gars qu'elle là. Dédicace à tous les bonnes gars qu'elle là. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir, mais voilà j'ai le mic et ce soir j'enchaîne en improvise. Je marche tranquille dans la ruelle, ici c'est le 8-4 alors faut représenter. Y a pas moyen de démailler tout ça. Moi je suis là pour mettre au top niveau le Mikey. S'il y a des confrères qui veulent chanter, venez voir El Junior, vous êtes la bienvenue. Catherine, viens là, tu vas voir, on apprécie. Y a du son à faire avec le Mike MC. Catherine, viens, on va apprécier un bon son. Montre-moi ton flow, viens, on danse tous ensemble. Dédicacé à tous les gars du 8-4 et Dom Tom, nous les là. Merci, Kaosoul. Ça, bravo. Voilà, merci Kaonsoul l'émission s'est déroulée sur des bons rails et j'en profite à ce sujet pour parler un petit peu de remercier surtout tous ceux qui ont participé à cette émission, en particulier l'association des cheminots, le CE de la SNCF, pas trop pour les amendes mais quand même sympa pour eux, pour nous avoir prêté cette salle de théâtre ici présente où on a pu faire l'émission. Roland et Jo particulièrement, je ne les connais pas, mais ils ont sûrement participé. Les élèves esthéticiennes de la Chambre des métiers du CFA du Vaucluse, qui m'ont bien tartiné. Et Lambda aussi pour avoir prêté le matériel. Évidemment aussi tous les élèves de l'IMCA, alors Béranger, Junior, Yoël, Sophie, Fabien, Thierry, Richard, Robin, Jérémy, Adrien et Jean-Christophe. Et aussi bien évidemment à Sébastien qui a réalisé ce plateau télé. Moi je m'en suis régalé, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi et sûrement à la prochaine fois. Ciao, 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 ciao.